tout le monde en parle, mais effectivement, on sent depuis 2 ans une tension énorme sur la supply chain et on le voit nous tous les jours avec nos fournisseurs, avec nos clients. Il faut faire du gagnant-gagnant sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'on leur demande un certain nombre d'informations, on leur demande de prendre un certain nombre d'engagements et effectivement, nous, de notre côté, on doit aussi tenir nos engagements et fournir de l'information. On ne peut pas être uniquement dans une relation client-fournisseur à l'ancienne, où on tape sans cesse sur son fournisseur en espérant qu'il va résoudre les problèmes tout seul. Bonjour, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire et concise des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous avez du mal à prioriser ? Ersas va vous aider à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin en reporting vous prend énormément de temps ? Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. Il y a un historique fort entre les métiers et la DSI. Ersas va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, en partenariat avec Alliancy, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une saison pour interviewer des DSI sur un sujet critique, la révolution numérique dans l'industrie. Nous avons tenté d'aborder en profondeur les problématiques allant du best of breed versus ERP monolithique, à la transition culturelle entre une PME et une taille industrielle, en passant par les enjeux de la supply chain. Sur ce, je vous laisse à la découverte de nouvelles façons de faire. Mais écoutez, bonjour à tous, je suis super content aujourd'hui d'accueillir Olivier Fiquet qui est le DSI de Adev Matériel. Bonjour Olivier. Bonjour Bertrand, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Bon, Olivier, avant de commencer dans le vif du sujet, puisqu'on est dans la saison, comment le numérique révolutionne l'industrie, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de toi, ton parcours, qu'on sache d'où tu viens et surtout ce que fait Adev Matériel? Oui, bah écoute, moi j'ai un parcours qui est un mixte entre un parcours dans des sociétés de conseil et des sociétés qu'on appelle les clients finaux. Donc j'ai notamment passé 8 ans chez Capgemini dans le conseil et puis chez les clients finaux, j'ai essayé en fait d'aller me former il y a plusieurs années de ça maintenant sur la transformation digitale, notamment en allant travailler chez un gros acteur qui s'appelle aujourd'hui SNCF Voyage, mais qui à l'époque s'appelait voyagesncf.com et qui reste d'ailleurs encore aujourd'hui un des leaders du digital en France et du e-commerce en France. Et donc à travers ce parcours-là, je me suis intéressé assez rapidement à comment est-ce que le digital qui est dans notre vie de tous les jours, en tant que consommateur, comment est-ce que ça s'applique finalement à un milieu B2B et en particulier au milieu industriel. Donc j'ai d'abord passé pas mal de temps dans le conseil à travailler sur ces sujets-là. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'être repéré du coup par Adev, qui m'a proposé de les rejoindre en tant que directeur de la transfo digital. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion de mettre en pratique en fait l'ensemble de ce que j'avais appris au cours de mes années d'expérience chez un acteur industriel. Ok, et donc du coup, juste pour être certain, donc tu es DSI et directeur de la transfo, c'est ça, hein? Exactement, ouais. Ah, donc j'ai la double casquette et c'est aussi ce qui m'a intéressé sur ce job-là, puisque finalement, à un moment, la frontière entre les deux mondes, elle a quand même tendance à disparaître. Moi, je pense qu'un DSI qui fait pas de digital, son avenir est un petit peu bouché maintenant aujourd'hui. Et inversement, les gens qui font du digital mais qui se préoccupent pas nécessairement de la partie IT et legacy, ils sont vite bloqués en fait dans leur capacité de scaler leur modèle et de déployer. Donc il faut le fait d'avoir la double casquette est super intéressante. Ok, super intéressant. Et donc du coup, qu'est-ce que fait Adev Matériel? Alors, Adev Materials, c'est une société qui, dans la chaîne de valeur, va aller se mettre entre des grands acteurs chimiques. On va parler de PPG, d'Henkel, de 3M, hein, de Dupont, voilà, pour donner des noms un petit peu plus connus, et tout industriel. Et on va proposer une gamme de produits qui vont être des produits techniques de type adhésif, colle, résine, abrasif, film, avec trois manières d'aborder ces sujets-là, trois business models. Le premier, c'est le business model de négoce. Donc, on achète les produits et puis on les revend. Un deuxième où finalement les clients nous demandent d'aller plus loin dans l'offre de service et on va faire de la transformation. La transformation, ça peut être de couper des pièces pour répondre à des cahiers des charges, de reconditionner des produits liquides, ce genre de choses. Donc, on a des usines où on peut faire ça. Et depuis peu, on a aussi une activité de manufacturing puisqu'on commence à créer nos propres produits avec nos propres marques grâce à une acquisition qu'on a réalisée en 2019 aux États-Unis. Et donc, ce qui nous permet d'avoir le panel complet en fait sur les trois business models. Ok, d'accord, très clair. Et aujourd'hui, c'est combien de salariés?
Alors, on est 650 répartis entre l'Amérique du Nord, donc Canada, USA, et l'Europe. Donc sur une grosse quinzaine de sites, j'ai pas le décompte exact, et donc un groupe qui s'est construit par croissance externe, qui a une quinzaine d'années d'existence. Ok, d'accord. Et donc les 650, c'est bien avec aussi l'acquisition qu'il y a aux États-Unis, hein. Oui, tout à fait, c'est à peu près les chiffres à date. Ok, d'accord. Et dans ton équipe, vous êtes combien aujourd'hui? On est une vingtaine, dans l'équipe, sachant que nous, c'est une société qui fait très peu appel à de la prestation. Donc ça compte effectivement tout ce qui est salarié, stagiaire, alternant, etc. Mais il n'y a pas de prestation externe chez nous à demeure. Ok, très clair. Et donc du coup, un des sujets qu'on voulait aborder ensemble, c'est les enjeux sur la supply et la capacité et la difficulté de la maîtriser. C'est quoi toi ton regard sur ce que c'est la supply aujourd'hui, ce que ça devrait être demain? Ouais, alors effectivement, je pense que le premier point, tout le monde en parle, mais effectivement, on sent depuis 2 ans une tension énorme sur la supply chain, et on le voit nous tous les jours avec nos fournisseurs, avec nos clients. Les fournisseurs, effectivement, aujourd'hui, dans certains cas, ont du mal à produire, donc il y a une tension qui se joue à ce niveau-là, avec beaucoup d'incertitudes en fait sur leur capacité à nous livrer, les délais de livraison, est-ce qu'ils vont vraiment livrer ce qu'ils nous avaient promis, ou est-ce qu'ils vont ne pouvoir en livrer qu'une seule partie. Donc on passe beaucoup de temps dans notre relation fournisseur à piloter ça. Il y a des gens dont c'est le métier à temps complet en fait de s'occuper de ça. Et de l'autre côté de la chaîne, effectivement, on a aussi la problématique avec nos clients, puisque nos clients, forcément, c'est un sujet de préoccupation pour eux, donc ils sont très exigeants avec nous sur notre tenue des délais, sur notre capacité, surtout à leur première exigence, j'ai envie de dire, n'est pas forcément de nous précipiter et de nous engager sur des délais irréalistes, hein. C'est pas ça ce que nous demandent nos clients aujourd'hui. Nos clients aujourd'hui nous demandent le fait d'être fiables dans la promesse qu'on leur fait en termes de délai de livraison. Et ça, c'est le gros sujet. C'est-à-dire que on, les clients préfèrent qu'on soit honnête avec eux et qu'on leur annonce des délais plus longs, mais qu'on s'y tienne, plutôt que on prenne des engagements et qu'après on revienne vers eux en replanifiant parce on n'a pas su tenir. Et donc j'ai trouvé intéressant, juste avant qu'on fasse cet enregistrement ensemble, j'étais avec un de nos grands clients qui est dans l'automobile, et ce flux-là, ce client l'appelle la promesse. Et je trouve le mot promesse est super important dans ce contexte-là. Ok. Et donc du coup, on est d'accord. Donc dans la supply, il y a deux typologies. Enfin, il y a deux endroits où c'est super important. C'est d'un côté fournisseur et de l'autre côté client. Si on se concentre sur le côté fournisseur et puis après on ira du côté client sur la question de l'enjeu sur la question du fournisseur, c'est que j'imagine en fait eux ils te font une promesse à toi puisque c'est toi le client qui peuvent te fournir tant à telle date, et toi là ce qui te met dans difficulté c'est que ils tiennent pas cette promesse-là dont tu parlais, et que donc du coup toi ça va créer tout un décalage dans ta planification de ta promesse à toi sur le client. Combien on parle de fournisseurs en fait? Parce que tu vois, si je me dis, je suis un peu bête, je me dis bon vas-y, on parle de 100 fournisseurs. Bon, mais comment on peut le gérer ou autre? Mais si on parle de 1000, c'est autre chose. Si on parle de 10 000, c'est encore un autre niveau. C'est quoi le volume de fournisseurs dont on parle? Ouais, c'est une très bonne question. On a plusieurs milliers de fournisseurs, et dans les caractéristiques qui complexifient un peu cette chaîne-là, on a des fournisseurs qui sont des grands fournisseurs, je te l'ai dit, 3M, etc. Donc des grandes sociétés qui sont bien équipées, qui ont des ressources, qui ont un système d'information costaud, qui travaillent sur ces sujets-là parce qu'elles en ont conscience. Et on a des fournisseurs de plus petite taille qui ont besoin d'être accompagnés aussi sur ces sujets-là, finalement. Donc, on a un système assez hétérogène de fournisseurs, et finalement, notre client, lui, s'en fiche de savoir si c'est des gros ou des petits. Ce qu'il veut, c'est être livré. Donc, c'est notre travail aussi d'aider des fournisseurs, je dirais, de rang 2 ou rang 3 à augmenter leur performance de manière à ce que nous-mêmes, on se soit pas en difficulté. Ok. Et donc du coup là, l'enjeu, il est autant flux d'informations, comment ils te communiquent en continu, comment toi tu as cette information-là, comment tu standardises ou tu crées quasiment un protocole d'information pour avoir ces informations, mais aussi contractuel, j'imagine. Et on parle donc d'outils hétérogènes. Comment aujourd'hui tu abordes cette problématique-là pour la solutionner? Est-ce que c'est une solution qui est de dire on va aller prendre les gens qui représentent 80% de nos retards et on va aller chez eux voir comment ils travaillent
et les aider à s'améliorer? Est-ce que c'est en créant plus de contraintes contractuelles? Comment tu abordes cet enjeu? Nous, on va donc notre direction des achats, elle va jouer un petit peu sur le contractuel, mais c'est pas le levier le plus fort, surtout dans une période de pénurie finalement où je dirais le rapport de force entre le client et le fournisseur a tendance un peu à s'estomper. Et puis, on peut pas être sans cesse dans un rapport de force. Ça peut marcher de manière ponctuelle sur certains sujets, mais ça peut pas être une ligne directrice qu'on applique sans cesse. Donc, ce qu'ils vont plutôt chercher à faire, c'est, on a beaucoup travaillé là-dessus, puis ça fait le lien avec la partie digitale, hein, c'est effectivement la capacité à partager finalement le constat des KPI tel que entre ce que ressent le fournisseur et ce que nous on ressent. Et donc ils ont beaucoup travaillé ces derniers mois sur par exemple des dashboards qui sont partagés entre les fournisseurs et nous, sur lesquels on peut interagir et quand on se voit, ils itèrent sur la base de la même donnée sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé, où est-ce que le fournisseur a été performant, où est-ce qu'il a été moins performant, et donc, quelles sont les actions à prendre pour les mois suivants de manière à faire de l'amélioration continue. C'est plutôt là-dessus, je dirais, le volet vraiment de relation avec le fournisseur. Donc déjà, là, on est dans le sens où, avant de complexifier, il faut déjà partir d'un constat où les gens, on est d'accord sur le constat, ce qui n'est pas forcément le cas de base. C'est ça que tu dis. Exactement, exactement. Il faut que les gens partagent ce constat et il faut que les indicateurs soient partagés. C'est très fort, ça. Il faut que les KPI soient partagés. Si on travaille, chacun a des KPI différents, on n'a pas les mêmes objectifs, pas les mêmes priorités, et donc on peut être un petit peu en décalage. Donc concrètement, ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris toutes les commandes que vous avez fait, vous avez fait le travail de bien flécher quand c'est qu'elles sont arrivées. Vous les avez fait remonter dans votre IT à vous et vous avez créé par fournisseur du Power BI pour pouvoir dire, regardez, nous on a fait ça et comme ça on peut comparer lot par lot, commande après commande, le détail des retards ou pas. Et c'est ça que vous avez proposé, vous avez mis en place avec vos fournisseurs, c'est ça un peu? C'est exactement ça. Et donc, on fait ce qu'on appelle des scorecards fournisseurs, finalement, où on les évalue. On leur montre d'abord 4 indicateurs. Je suis pas sûr de pouvoir tous te les donner de tête, mais il y a notamment l'OTD, donc qui est la capacité à livrer en temps et en heure. Il y a le nombre de non-conformités, qui reste un sujet important, et puis il y en a deux autres. Et à partir de ces 4 indicateurs globaux généraux, on est en capacité d'après d'aller zoomer en fait sur une donnée particulière pour voir est-ce que ça concernait un site en particulier, est-ce que ça concernait une ligne produit en particulier, etc., etc., de manière à pouvoir travailler avec eux sur ces sujets-là. Ouais, tout à fait. Mais un des points j'imagine, tu as autant le Power BI et vous avoir vos datas sur les commandes que vous avez fait, comme voilà, vous êtes 150, t'as été une DSI, t'as mis ça en place. Par contre, j'imagine que vous recevez en fait les colis de plein de manières différentes, sans code barre, sans rien, avec du papier mâché. Et là, du coup, ça a dû vous créer vous un travail énorme de reloguer tout ce que vous recevez en temps réel dans votre système d'information, quelle que soit la façon dont vous le recevez. C'est pas un travail supplémentaire parce que c'est déjà quelque chose qu'on fait de longue date. Pour deux raisons, hein. Enfin, d'abord, nous, on travaille beaucoup sur du produit chimique, donc tu as quand même des contraintes légales, tu as des contraintes de date d'expiration sur les produits, etc., qui fait que l'entrée en stock chez nous, c'est un moment important dans nos processus. Et puis ensuite, effectivement, une entrée en stock, c'est aussi une valorisation financière derrière. Donc il faut être bon dans la donnée qu'on rentre. Là, l'accent que tu mets, par contre, qui est un point clé, c'est qu'effectivement tout ça ne fonctionne que si on a une data de bonne qualité. Donc il y a un effort, par contre, qui a été et qu'on continue d'avoir, qui est de promouvoir le sujet de la data quality dans nos équipes. Parce qu'effectivement, si nos équipes, elles, ne sont pas performantes sur la gestion de la donnée, les indicateurs qu'on remonte sont pas pertinents, sont faux ou sont remis en cause par nos fournisseurs, oui, bien sûr. Ok, parce que oui, là clairement c'est de la saisie manuelle des personnes qui reçoivent un magasin qui reçoivent et donc du coup eux il faut qu'ils aient une attention particulière, que leur saisie soit correcte pour que vous puissiez avoir les bons indicateurs. C'est bien ça. Exactement. Ok. Et donc du coup, au final du final, vous aviez globalement les données, donc du coup, vous avez pu faire relativement rapidement ces tableaux de bord. Et donc du coup, vous avez fait eu un premier constat que vous avez pu partager avec chacun de ces fournisseurs-là. Et là, du coup, c'est quoi? C'est chaque mois, vous allez, grâce au scorecard, etc., faire une évaluation de la performance de vos fournisseurs que vous partagez avec eux et de voir les plans d'action qu'ils mettent pour voir si ça s'améliore. C'est un peu ça.
sans forcément rentrer dans le détail de comment ils font ou autre, mais c'est dire de voir s'il y a de moins en moins de retard, si ça s'améliore ou c'est un peu plus fort comme relation que vous avez créé après. Alors, il y a plusieurs sujets. Donc, effectivement, ces dashboards sont partagés dans nos réunions de suivi avec les fournisseurs. Donc, les achats ont des fréquences qui dépendent du niveau stratégique du fournisseur ou potentiellement d'un fournisseur sur lequel il y aurait besoin d'un plan d'action particulier qui fait que ces dashboards doivent être partagés à une fréquence élevée versus d'autres où on sait que ça roule et on est moins regardant. Et puis après, on va aussi avoir, on va travailler, on a lancé un projet là sur certains fournisseurs, passe-moi l'expression, mais un peu de marquage à la culotte. Et donc, par exemple, on travaille sur un outil actuellement où on a un système de relance en fait du fournisseur quand celui-ci n'a pas pris d'engagement sur la promesse, la fameuse promesse de date de livraison. Donc il va recevoir de manière automatique des emails de relance lui demandant de nous confirmer la date de livraison du produit, etc., etc., pour s'assurer en fait qu'il a conscience de l'enjeu de cette donnée et alimenter à nouveau nos dashboards pour pouvoir calculer sa performance. Aujourd'hui, on a encore trop de fournisseurs qui ne s'engagent pas en fait sur des dates de livraison. Donc c'est déjà le premier pas qui s'y engage pour qu'ensuite on mesure la date réelle reçue versus la date d'engagement. Mais ça du coup, c'est vraiment très au final lié aux bons de commande que vous faites. C'est-à-dire que si vous pouvez acheter que si on vous donne la date de livraison, vous achetez pas s'il n'y a pas de données de livraison. Enfin, tu vois, pourquoi on en arrive au point où vous achetez et en fait, il ne faut pas de données de livraison? Ouais, assez curieusement dans ce business-là, le processus d'achat il est coupé en deux étapes. Il y a une première étape qui est effectivement la commande d'achat. Hein, donc c'est nous qui faisons une commande d'achat au fournisseur. Et ensuite, il y a la deuxième étape qui est l'accusé de réception de la commande par le fournisseur. Et donc l'accusé de réception de la commande, le fournisseur va répondre, oui, effectivement, je suis prêt à vous livrer ce produit dans ces quantités, ce contenant, etc. Et je vous donne une date de livraison qui est celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est la réponse du fournisseur à notre demande. Et c'est cette date-là qui fait foi dans nos calculs et qui est très très importante. Vous donnez une interface pour que la personne vous fasse son accusé de réception dans votre interface, ou c'est lui qui vous l'envoie et vous retraitez cette information-là et que vous ressaisissez dans votre système d'information? Alors, pour les petits fournisseurs, c'est de la ressaisie. Aujourd'hui, on travaille avec nos grands fournisseurs dans de l'automatisation, bien sûr, en faisant de l'interface de système à système. Alors, il y a une très vieille technologie, mais qui fonctionne très bien, qui s'appelle l'EDI. Et nous, on a quand même un certain nombre de fournisseurs qui sont capables de mettre en place des flux de ce type-là. Et ça nous permet justement d'avoir non seulement la première date, et ensuite d'avoir aussi les mises à jour si jamais ils doivent retravailler leur engagement pour une raison X ou Y. Donc ça c'est vraiment clé. Cette date de livraison, elle est critique parce que finalement, c'est à partir de cette date de livraison qu'on va pouvoir planifier nos opérations de production et donc on va pouvoir commencer à faire notre planning de production. Donc les gens des opérations chez nous, ils ont besoin de cette date pour pouvoir commencer à travailler. Mais clairement, c'est-à-dire, de toute façon, vous, sans matière première, vous pouvez pas faire de promesses. Et donc, du coup, à un moment donné, ça va pas le faire si on vous promet pas quand c'est que vous aurez votre matière première pour travailler. Ça, on est d'accord. Et du coup, tu vois, cet écosystème-là, bah, vous avez cette problématique-là, et je pense que des milliers, des dizaines de milliers de PME industrielles ou ETI industrielles ont les mêmes enjeux. Pourquoi ou comment si on devait se placer, tu vois, en mode IT et aussi un peu animation d'un écosystème industriel, on pourrait résoudre cette problématique-là de manière beaucoup plus macro ou mutualisée. Aujourd'hui, effectivement, il existe assez peu, bizarrement, de plateformes ou de hubs. Alors, plateforme, pas forcément qu'au sens technique, mais au sens écosystème, on va dire, qui permettraient de vraiment gérer ça. Il y a quelques secteurs. L'aéronautique, par exemple, a beaucoup travaillé sur ces sujets-là à l'initiative des grands acteurs que sont Thales, Dassault et Airbus en France. Et donc, ils ont monté une plateforme qui permet en fait de centraliser les échanges avec les fournisseurs et donc qui permet de partager l'information de manière simple, qui s'appelle SupplyOn. Donc à partir de là, il y a à cet endroit-là une capacité à échanger, à partager l'information dans les deux sens, sur de la prévision de commande, sur des dates d'expédition, ce genre de choses. Et ça fonctionne plutôt bien en mode collaboratif. Après, sur d'autres secteurs industriels, ce travail n'a pas été fait parce que ce sont probablement des secteurs qui sont plus hétérogènes, sur lesquels
il y a moins de volonté de construire ensemble. La chaîne de valeur, c'est moins mise en branle pour trouver quelque chose de commun. Et donc là, il y a un vrai déficit à cet endroit-là. Amis entrepreneurs, écoutez ce podcast. Ouais, exactement. Il y a un vrai truc à faire. Ouais. Appelez Olivier. Il y a un truc à faire. Hein. Compliqué, mais il y a un truc à faire. Super. Non, mais je comprends. Dans tous les cas, là, aujourd'hui, ce que vous faites, vous, c'est vraiment, vous mettez toute votre énergie pour que ça se passe, etc. Mais au final, vous portez le fardeau un peu de votre côté pour que ça puisse se faire C'est très coûteux pour tout le monde parce qu'il faut le refaire pour chaque fournisseur et il faut le refaire pour chaque client. Donc ça fait beaucoup de cas possibles. Et effectivement, quand on peut avoir des secteurs métiers qui mutualisent un certain nombre de choses et qui se mettent d'accord sur des normes aussi, effectivement, on gagne tous du temps, hein, ça c'est sûr. Mais c'est jamais simple. Ok, très clair. Bon, sur la partie donc fournisseur, j'y vois à peu près clair. Est-ce que vous, les fournisseurs, ils vous demandent aussi de l'autre côté de leur donner une plus de visibilité sur vos commandes, du coup, futures commandes? Alors, c'est intéressant, c'est assez surprenant. Je l'ai assez peu entendu. Alors, je ne suis pas l'expert de la relation fournisseur. Je suis ni aux achats ni à la supply chain, mais c'est pas quelque chose que j'ai entendu comme étant une grosse demande de nos fournisseurs. Par contre, nos clients, oui, sont plutôt dans cette démarche-là avec nous. Mais côté fournisseur, non. La prévision, l'envoi de prévisions vis-à-vis de nos fournisseurs, c'est pas quelque chose de très répandu. Et c'est probablement l'étape suivante, en fait, quand on aura mieux monitoré notre relation fournisseur actuelle. Parce que du coup, tu vois, ça pourrait être un gain pour eux. C'est-à-dire, nous, on vous demande plus d'informations et en contrepartie, nous, on vous en fournira plus. Donc, tu vois, il y a un effort aussi de leur côté où le ROI de leur côté peut être plus intéressant aussi. Puisque plus de visibilité, ça pourrait leur donner aussi, mieux gérer dans tous les cas les pics de charge, etc. Il faut faire du gagnant-gagnant sur ce sujet-là. C'est-à-dire que on leur demande un certain nombre d'informations, on leur demande de prendre un certain nombre d'engagements. Et effectivement, nous, de notre côté, on doit aussi tenir nos engagements et fournir de l'information. On ne peut pas être uniquement dans une relation client-fournisseur à l'ancienne, où on tape sans cesse sur son fournisseur en espérant qu'il va résoudre les problèmes tout seul. Clairement. Maintenant, si on se met du côté vos clients, eux, ils sont en bout de chaîne de tout ça. Et donc, du coup, toi, t'as encore d'autres problèmes qui peuvent arriver en plus de la matière première, des pannes de machines, du capacity planning qui a merdé parce que il y a des personnes qui ont été malades et que vous n'aviez pas d'autres personnes pour les remplacer. Enfin, je sais pas quoi. Il y a des millions de choses. C'est quoi votre posture par rapport à ça? Comment vous le gérez? C'est quoi les gaps un peu où il faut que c'est difficile mais qu'il va falloir y arriver petit à petit? Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, nos clients sont très demandeurs, je te l'ai dit tout à l'heure au début, de dates, d'informations sur nos capacités à nous engager, et ce genre de choses. Donc, on passe beaucoup d'énergie à communiquer vers nos clients sur ces sujets-là. Donc, en essayant d'ailleurs partout où on peut de l'automatiser, de le rendre plus facile. Bon, le service client reste un acteur majeur en fait dans ce processus et il passe une grosse partie de son énergie à communiquer avec les clients sur ces sujets-là. On travaille aujourd'hui, je dirais, sur le fait d'être en mode encore plus en mode push vis-à-vis de nos clients. Donc, je vais faire un petit peu de teasing, mais aujourd'hui, on s'est lancé dans un projet qu'on appelle l'Order Tracker, qui a pour objectif de donner la complète visibilité sur le statut d'une commande à un client, mais en étant à la fois sur un mode push et un mode pull. Donc, le client choisisse si c'est nous qui le prévenons de manière proactive ou si c'est lui qui vient chercher l'information. Donc ça, je pense que ça va beaucoup aider dans notre relation avec nos clients. Et puis ensuite, la difficulté majeure qu'on rencontre encore aujourd'hui, c'est de cascader l'information. C'est-à-dire que quelque part, ton fournisseur t'annonce qu'il est en retard ou tu constates qu'il est en retard. Comment est-ce que tu arrives à faire le lien entre tes clients qui ont commandé cette matière-là et ton fournisseur qui est en retard de manière à cascader l'information du retard? Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Bien sûr. Ça, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est que c'est comme Amazon qui t'explique que tu vas être livré à tel jour, à telle heure et que c'est jamais en retard, quoi. C'est le même niveau de granularité que tu comprends tous les points de ta chaîne et donc, du coup, tu arrives à être aussi précis que ça. Et aujourd'hui, tes clients, aujourd'hui, ils te mettent une pression pour accélérer cette visibilité-là ou c'est toi qui le proposes en mode de plus en plus parce que tu vois qu'il y a beaucoup de valeur? C'est quoi la nature un peu de la relation là-dessus? Alors, on sait que c'est une attente de nos clients. Donc, nous, on essaye aussi par rapport aux attentes, on l'a mesuré, hein, on a fait
des sondages auprès de nos clients et c'est dans les premières demandes qu'ils ont. Donc, on a bien compris que c'était une attente forte de leur part. Ensuite, je dirais qu'ils sont pas dans de l'ordre, en donneur d'ordre sur ce sujet-là. Ils attendent qu'on leur propose des choses. Et donc, c'est une bonne opportunité pour nous d'amener un service à valeur ajoutée supplémentaire. C'est plutôt comme ça qu'on le prend. Après, ce qu'on se dit en plus, c'est que en réussissant à faire ça vers nos clients, on va aussi améliorer nos process internes et mieux collaborer en interne sur ces sujets-là. Et donc, ça sera bénéfique dans notre efficacité opérationnelle. C'est sûr. Et aujourd'hui, par rapport à ces enjeux-là, t'as spoté, t'as un peu benchmarké des solutions SaaS, IoT sur l'ensemble de la chaîne. Est-ce que c'est une vision plutôt ERP où vous customisez-vous des choses? Comment, techniquement parlant, tu adresses les enjeux là-dessus? La difficulté, effectivement, c'est qu'à cet endroit-là, il faut reconstruire, il faut être en capacité de reconstruire le cycle de vie complet, finalement, et de faire le lien entre des domaines métiers qui sont assez différents, entre les achats, la supply chain, la vente et puis la production. Donc le choix qu'on a fait là-dessus, c'est de passer par notre data platform, puisque finalement, on est beaucoup dans de la manipulation de données et comme une commande de vente peut déboucher sur plusieurs commandes côté fournisseur ou qu'une commande fournisseur peut être amenée à servir plusieurs commandes de vente, etc., on se rend bien compte qu'il y a un volume de données à traiter qui est assez conséquent. Et donc, effectivement, en passant par une plateforme de données externalisée, en mode SaaS, on a finalement toute la flexibilité et la puissance de calcul pour facilement tenir à jour ce type d'informations. Ok. Donc toi, ce que tu as fait là aujourd'hui, c'est plutôt push, enfin pull dans ta data warehouse et de ta data warehouse, tu recrées des interfaces pour ton client externe ou interne. Tout à fait, c'est comme ça qu'on procède, ouais. Et donc, du coup, au niveau de cette plateforme-là, c'est un peu une plateforme de suivi de supply que toi tu fais. J'imagine qu'après, il y a des notions de collaborativité que tes clients ou tes fournisseurs aimeraient avoir sur ça, pouvoir expliquer le retard de quelque chose. Mais c'est pas que de la consultation, c'est aussi du collaboratif dessus. Vous gérez ça aujourd'hui ou c'est vraiment que dans la consultation? Alors, aujourd'hui, on est plutôt sur une partie consultation. J'ai eu l'occasion de regarder d'un peu plus près une société, une start-up là, qui propose un logiciel SaaS de collaboration sur ce sujet-là. Les cas d'usage qu'ils proposaient correspondaient pas complètement à ce qu'on cherchait à faire et on a aussi besoin, nous, de grandir en maturité sur ces points-là. Mais effectivement, leur produit a pour objectif final d'amener d'abord de la collaboration en interne pour être sûr que les gens se parlent bien. C'est déjà le point numéro un. Et puis ensuite, d'instaurer le dialogue avec le client de manière à partager l'information. Nous, aujourd'hui, on préfère à ce stade continuer à avoir un contrôle assez fort de l'information parce qu'on doit aussi résoudre nos problématiques de qualité de données. On doit s'assurer que tous les collaborateurs chez nous ont bien compris ce qu'on faisait et donc remontent le bon niveau d'information et que ça correspond vraiment à la réalité sur le terrain, etc. Donc on est plutôt dans cette démarche-là d'accompagnement du changement. Et une fois qu'on aura franchi ça, on pourra aller un cran plus loin avec nos clients. Ok, très clair. Tu as produit qui a été demandé, donc du coup tu vas l'envoyer. Est-ce que vous avez réussi aussi avec les transporteurs je sais pas si ça se trouve vous les avez à l'interne, mais à gérer tout ce cycle d'envoi et de suivi de la livraison, ou c'est pas quelque chose qui est encore dans le data lake? Alors aujourd'hui, c'est pas dans le data lake. Ce qu'on a fait, c'est là pour le coup, c'est qu'on a trouvé une solution SaaS qui permet de gérer ça. C'est une solution qui s'appelle Station Chargeur, qui en fait fait l'interface entre nous et les transporteurs. Donc ça permet déjà de gérer la multitude de transporteurs qui peut exister sur le marché et ça nous permet d'avoir un suivi et d'avoir une remontée d'informations de la part de nos transporteurs et de mettre en place en fait des choses qui sont très courante dans le B2C et la vie de consommateur, qui est le tracking de colis, et qui l'est beaucoup moins en fait aujourd'hui dans le monde industriel et le monde B2B. Donc on pense que c'est quelque chose qui est très intéressant pour nos clients. Et donc à travers l'utilisation d'une plateforme de ce type-là, on va être en mesure de proposer ce niveau d'information supplémentaire à nos clients avec le tracking du colis. Et du coup, ton client, on est d'accord, il se connecte sur ta plateforme à toi que tu as développée, mais pas sur la startup station chargeur, je sais plus comment tu as dit. Excuse-moi. Oui, on lui masque un petit peu ce modèle-là. Il peut se connecter. Alors, nous, il va se connecter au travers de deux canaux différents. Soit il se connecte sur son portail client et dans le cadre de son suivi de commande, il va récupérer cette information-là.
soit il veut un suivi rapide, et dans ces cas-là, il va avoir quelque chose qui ressemble plus à ce que tu fais toi avec Chronopost ou des gens comme ça. Il rentre un numéro de commande, un numéro de tracking et ça lui donne le statut. Ça, c'est sur la partie startup, c'est ça? Exactement. Mais c'est avec le logo d'Adev, etc. en marque blanche. Ouais, ouais, ok, d'accord, très clair. Donc en fait, toi, tu as vraiment créé le data lake pour avoir l'information consolidée globalement avec tes fournisseurs, là où ça en est dans l'usine et tout. Mais cette information-là, tu vas pouvoir la donner à ton client avant l'envoi, avant l'envoi de la livraison depuis son portail client qui est enfin, chez vous. Et quand c'est en livraison, tu vas aller récupérer l'information depuis la solution SaaS que tu as sélectionnée, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est d'avoir un point d'entrée unique pour le client, de manière à ce il ait la vision globale, qu'il n'ait pas à se connecter sur plein de systèmes pour avoir l'information. Ok, très clair. Et est-ce qu'il y a un pan dans toute cette supply que tu n'as pas encore abordé en termes de simplification ou autre, hein, ou en grosso modo, en ayant traité ces enjeux-là, c'est déjà 80% du taf? Non, là où on a aussi beaucoup de demandes sur la partie supply, c'est effectivement les clients, on leur offre maintenant des mécaniques de dashboard de manière à ce qu'ils puissent avoir ne pas regarder uniquement la commande, mais regarder d'autres informations dans leurs échanges avec nous. Là, on a parlé depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la prise de commande, de la commande de vente en tant que telle, mais on propose aussi à nos grands clients d'avoir accès en temps réel sur nos données au travers d'un portail qui leur permet d'avoir accès à des dashboards personnalisés qui leur permet, par exemple, de voir le niveau de stock sur certains produits, de mesurer notre performance à nous, c'est-à-dire qu'on leur présente notre OTD, on leur présente aussi, pour certains, on va gérer des stocks consignés ou on va faire de la gestion à leur place de stock de produits. Dans ces cas-là, il faut leur mettre en visibilité le volume, les dates d'expiration, quels ont été les derniers appels de produits qu'ils ont pu faire, des informations de ce type-là, de manière à ce qu'ils aient une complète visibilité finalement de ce qui est chez nous et de comment ça va venir interagir avec leur chaîne à eux de production. Donc il y a tout un travail qui est fait autour de ça et qui leur plaît beaucoup, qui est juste d'accéder à notre donnée et de pouvoir l'utiliser comme ils l'entendent. Et en fait, toi, t'aimerais que ce que tu fais pour ton client, t'aimerais bien le consommer de tes fournisseurs. Exactement, c'est exactement ça. Ben voilà, mais tu vas vendre, tu vas vendre la solution que tu fais avec tes clients à tes fournisseurs en marque blanche. On veut ça, nous aussi. Non, mais ok, d'accord. Donc, ouais, t'enrichis l'expérience globale et ton client, en plus d'avoir une expérience, enfin, d'acheter un produit de qualité qui correspond à ce qu'il veut et à ses normes, il a une expérience d'achat et une capacité à mieux piloter son activité grâce à tout l'effort que toi tu fais pour enrichir son expérience dans l'achat de tes produits, c'est ça? C'est exactement ça. Nous, notre problématique globalement, de toute façon, vu notre positionnement dans la chaîne de valeur, de toute façon, c'est de résoudre les problèmes de nos clients, donc de les aider à améliorer leur processus, et puis ensuite de leur offrir une expérience qui fait que ça leur apparaît simple à mettre en œuvre. Donc ça, c'est vraiment nos deux fils conducteurs, et c'est ça qui va tirer en fait l'ensemble des projets qu'on va faire pour eux. Ok, très clair, très clair, très clair. Et aujourd'hui, tu vois, tu vois, la révolution IoT qu'il y a eu, etc. Est-ce que tu penses que tout le tracking qui a été fait, qui est possible maintenant sur les stocks, sur etc., peut et a donné ou va donner une donnée qui n'était inexistante et qui fait que maintenant ça va nous aider, ou globalement déjà si on a les grosses masses de stock et de transport, ça suffit? Alors mon sentiment là-dessus, dans les échanges que j'ai eus avec certains clients, c'est que les grandes masses, c'est valable sur des chaînes de supply chain assez complexes et qui vont aller chercher notamment dans des pays lointains et sur lesquels on va manipuler du container, du bateau, des choses comme ça. Nous, sur ce qui nous concerne, on est obligé de descendre au produit. Et donc on est obligé de descendre beaucoup plus bas en granularité, et ce qui pose un certain nombre de défis. Je pense que la technologie existe. On peut faire beaucoup de choses maintenant autour de l'IoT. L'un des enjeux qu'on n'a pas encore complètement craqué, c'est celui du modèle économique. Les capteurs RFID sont super performants. Ils permettent de faire beaucoup de choses, des choses très intéressantes dans notre business parce qu'on peut avoir du contrôle température, par exemple, sur un colis, des choses comme ça. Et donc ça a beaucoup de valeur. Par contre, effectivement, si on ramène le coût du capteur par rapport au coût du produit, on a une problématique globalement de modèle économique. Donc, on regarde ces sujets-là. On n'a pas encore complètement trouvé la bonne solution pour répondre à ça, mais on a un vrai intérêt. On a travaillé sur des cas d'usage
autour de ça, un vrai intérêt en fait à étiqueter certains de nos produits au travers d'étiquettes connectées, de manière à avoir des informations de localisation enrichies. Donc tel produit est localisé sur telle étagère, chez le client ou chez nous, et il a telle date de péremption, puisque la date de péremption est un sujet clé. Donc on est en train de réfléchir à ces modèles-là. On a trouvé un acteur français qui est plutôt bien positionné sur ces sujets également. Après, il faut trouver le modèle économique qui va bien, parce que paradoxalement, nos clients, ça les intéresse. Ils voient ce que ça va leur apporter, mais on a du mal à le valoriser. Parce que peut-être aussi qu'en interne, il faut qu'ils changent des choses pour pouvoir le valoriser. Si tu leur donnes des informations clés, il faut pouvoir aussi les utiliser pour changer ta façon de faire les choses et il faut qu'ils se mettent en mouvement, quoi. Peut-être. C'est ça. Je pense qu'effectivement, il y a un sujet de maturité chez nos clients. C'est-à-dire, si cette donnée, elle ne sert, entre guillemets, et sans vouloir être péjoratif, qu'à faire du dashboard, la valeur est pas suffisante pour justifier l'investissement. Si cette donnée, elle les aide à être plus performants dans leur process et donc ça va induire des gains chez eux parce qu'ils auront été plus performants dans leur process, qu'ils auront mieux géré leur stock, etc., etc. Là, il y a un vrai ROI à trouver. Et le ROI va se trouver sur, par exemple, sur le fait de ne pas jeter de produits périmés. Donc ça se chiffre assez bien. Le ROI se calcule assez bien. Donc c'est pour ce type de clients-là, qui ont cette maturité-là, qu'on va pouvoir faire ce genre de choses. Peut-être que là, du coup, tu reviens un peu dans un marché qui est pas encore mature, où il faut déjà que eux soit achètent du conseil, soit le fassent en interne, de dire, OK, si on avait ces données-là, quels seraient tous les ROI financiers, humains, techniques, etc. possibles, et le coût, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change en interne pour pouvoir en bénéficier. Et là, du coup, à partir de là où c'est fait, là, ils pourraient valoriser le service que tu leur apportes toi, qui est clé en main, mais qui, s'ils font pas des choses derrière, sert à rien, quoi. C'est exactement ça. Et puis, il faut nous aussi, il faut qu'on comprenne qu'on ne va pas proposer ce service à tous nos clients. C'est un service qui est intéressant pour certains clients parce qu'ils achètent certains produits ou parce qu'ils ont une certaine taille, une certaine maturité. Et on va devoir différencier en fait les services qu'on propose par rapport aux typologies de clients. Ça, c'est quelque chose de très important. Ok. Et du coup, tu vois, si on devait résumer ta stack technique de supply aujourd'hui, au niveau fournisseur, c'est, j'imagine, je dis une bêtise peut-être, un iPad où il y a la saisie réelle des temps de réception dans une interface que vous avez développée vous en interne qui se connecte à l'ERP, c'est ça, ou aux achats, je sais pas. Oui, en fait, on a développé une application mobile, effectivement, qui nous aide en réception pour collecter l'ensemble des informations qui sont ensuite déversées dans l'ERP, dans les ERP, parce qu'on en a plusieurs. Ok, là dans l'ERP, il y avait la donnée des commandes que vous avez fait et la valeur qui vous avait été répondue à la date à laquelle il devait vous livrer, c'est ça? Exactement. Pour avoir cette date-là, vous avez deux manières de le faire. Soit les mecs, vous l'envoyez par mail parce qu'ils sont pas informatisés là-dessus, soit vous avez créé un pont avec certains fournisseurs qui parlent de SI à SI, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc ça nous permet d'avoir toute la chaîne en entrée, hein. Donc pour synthétiser la stack, il y a la connexion système à système, il y a malheureusement encore aujourd'hui beaucoup d'échanges par email, et puis ensuite une application mobile qui permet de vraiment réceptionner la matière physique et de l'étiqueter et de collecter l'ensemble des informations. Ces données-là sont majoritairement gérées aujourd'hui dans nos ERP. Et ensuite, cette donnée, elle est extraite et déversée dans notre plateforme data, de manière à ce qu'on puisse effectuer toutes les règles de calcul, la normalisation des données, pour reconstruire en fait le lien entre les ventes et les achats, qui ensuite sont mis à disposition de nos clients au travers notamment de portails web. Ok. Portail web que vous avez fait en interne et portail web que vous avez pris en mode SaaS parce que dès qu'il y a la question de la livraison, il y avait un outil qui le faisait, c'est ça? C'est exactement ça. Ok. Du coup, moi, je vois deux points, tu vois encore qui sont pas tout à fait clairs dans la stack, que tu as parlé, mais juste pour être certain que je comprenne. Sur la partie fournisseur. Donc, en gros, tu dis que la majorité encore, malheureusement, c'est pas de informatique à informatique, enfin de système à système, c'est plutôt mail, etc. et ressaisie. Pourquoi aujourd'hui, sur vos fournisseurs, vous n'avez pas réussi à les forcer à dire, en fait, nous, pour répondre à une commande, c'est dans cette interface-là, et que même si ça communique pas avec leur SI à eux, à la place de vous envoyer un mail, il faut qu'ils remplissent là-dessus
C'est une question peut-être très bête et qui tu vas me dire mais non mais mec c'est pas comme ça que ça se fonctionne, mais j'ai envie de comprendre. Alors, nous déjà, souvent, on est quand même plus petit que nos fournisseurs. Donc, le rapport de force de qui fait quoi n'est pas toujours en notre faveur. C'est une très bonne réponse déjà, je comprends tout à fait. Donc déjà, il y a une difficulté de se mettre d'accord et de peser dans le fait pour travailler avec nous, non, ça se passe pas comme ça. Ok. Ouais, et puis, on a aussi choisi d'abord de s'adresser à nos clients. Donc, je pense qu'on n'est pas au bout de ce qu'on pourrait faire côté fournisseur. Est-ce qu'un jour, on fera un portail fournisseur où ils pourront aller renseigner les données, des choses comme ça? Probablement que ça arrivera, mais c'est pas quelque chose qu'on avait mis en priorité ces derniers temps. Donc, on n'est peut-être pas avancé autant qu'on aurait pu. Ok, d'accord. Ça, c'était ma première, pas tout à fait compréhension, mais maintenant c'est très clair. Merci. Et le second, c'est au niveau donc du portail client. De ce que je comprends, ils avaient déjà accès à un portail client chez vous parce que, enfin, dans votre système d'information, ils avaient leur place, quoi. Et maintenant, vous avez rajouté des informations complémentaires pour qu'ils fassent un suivi de leur commande à l'intérieur de votre information. Et donc, du coup, c'est juste sûr, je voudrais juste comprendre pourquoi vous n'avez pas décidé de prendre les informations de la startup que vous utilisez, de la solution SaaS que vous utilisez, startup sur la partie transporteur, que vous aurez récupéré un API dans votre plateforme à vous déjà client, alors que là vous avez votre plateforme client et la solution transporteur. Alors si, je me suis mal exprimé tout à l'heure. Effectivement, on a bien l'intégration de la plateforme transporteur dans notre data lake. Donc on a cette information qui est à disposition. Après, le fait qu'ils aient leur propre système en termes de portail, c'est aussi un quick win à certains endroits pour mettre plus rapidement l'information à disposition de nos clients en attendant d'aller plus loin dans l'intégration. Ok, très clair. Voilà, c'était juste, mais je comprends beaucoup mieux. Ok, très bien. Après, voilà, c'est des briques. Si vous les intégrez bien, etc. Le parcours client peut être tout à fait fluide, j'imagine, et que le client s'y retrouve avec des interfaces qui sont spécialisées, et vous n'avez pas non plus vocation à recréer des interfaces qui fonctionnent déjà bien, j'imagine. Exactement. Après, bon, c'est vrai que maintenant, toutes les nouvelles solutions SaaS, elles sont quand même basées sur des API, donc l'intégration elle est rapide et simple. On est quand même moins dans des efforts d'intégration que ce qu'on a pu connaître il y a quelques années, où tout ça prenait beaucoup de temps et était très cher. Aujourd'hui, les applications sont API first, donc on peut faire beaucoup de choses en termes d'expérience utilisateur ensuite par-dessus, en construisant des pages et des navigations qui soient fluides pour le client. Très clair. Bon, mais super. Je pense qu'on a fait un bon tour, Olivier, de l'enjeu supply. Je pense qu'on a bien creusé. Est-ce qu'il y a des thématiques là-dessus qu'on n'a pas abordé qui te semblent importantes à aborder ou on a fait le tour? Non, je pense on a fait un bon tour, je dirais, autour de ça. Il y a un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, qui est aussi assez intéressant, je pense, c'est qu'on doit aussi travailler, je dirais, sur de la prévision. On a évoqué rapidement ce sujet-là tout à l'heure. On n'est peut-être pas allé au bout de la discussion là-dessus, hein. C'est un sujet passionnant et assez complexe. Mais effectivement, il faut reconnaître que même dans un monde digital où on cherche des solutions innovantes, où on cherche des solutions SaaS plus agiles, etc., les ERP, quand même, restent performants sur ces sujets-là, dans leur capacité à donner des critères de décision à un approvisionneur, par exemple, quand il doit aller chercher, acheter des produits auprès de ses fournisseurs. Et donc, on a la partie MRP des ERP, donc le calcul des besoins nets et ce genre de choses qui sont aujourd'hui des briques très importantes dans la gestion de la supply chain parce qu'ils permettent, à partir des commandes de vente ou des commandes prévisionnelles ou des forecasts fournis par les clients, ils permettent de prédire ou d'aider à prédire les achats qu'il va falloir réaliser. Et ça, c'est la première brique finalement qui permet d'anticiper les approvisionnements et d'éviter les problèmes de rupture de chaîne logistique. Donc ça, c'est un point qui est quand même clé. À nouveau, c'est quelque chose qui repose fortement sur la qualité de la donnée, mais il faut reconnaître que ça reste un sujet sur lequel les ERP sont quand même globalement performants. Tu veux dire que je comprenne ton point, est-ce que tu veux dire que c'est en opposition avec le côté, tu vois, solution SaaS que tu mets en place par-ci par-là sur des pains et que tu considères que ça solutionnera, enfin ça, c'est pas le cœur du problème et que le cœur du problème ça reste la prévision et que c'est le RP qui l'a. Juste que je veux comprendre hein, parce que j'ai l'impression que c'est un discours en opposition à quelque chose et je comprenais pas exactement à quoi. Non, ce que je veux juste dire, c'est que même on peut faire beaucoup de choses, je dirais, travailler sa supply chain
à partir de ce qu'il y a dans l'ERP avant de se lancer forcément à faire beaucoup de choses en externe. Donc c'est pas une opposition, je reconnais juste parce que moi aussi j'ai des difficultés avec mes ERP, tout le monde en a, tout le monde sait que les ERP ils ont à la fois des avantages et des inconvénients et ils ont des problèmes d'agilité, ils ont des problèmes de coûts, etc. Mais sur ce pan-là, je trouve que l'ERP reste un logiciel qui apporte beaucoup aux utilisateurs et à l'efficacité des process. Et voilà, je voulais le souligner pour nos amis éditeurs de RP, de leur dire qu'on les oublie pas quand même et effectivement reconnaître qu'il y a des zones comme ça où le RP reste un outil très performant. Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à trouver de nouveaux et des DSI toujours plus intéressants. Et écoutez, ciao!